Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire carnet de projet. Alors le deuxième carnet de projet de 2025. Alors les carnets de projet, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un format d'animation qui est proposé sur la communauté Nouvelle-Aquitaine. Cette communauté vise à soutenir le développement de solutions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement pour les personnes éloignées de l'emploi. Cette communauté est ouverte et vous pouvez décider de la rejoindre. Je mettrai le lien d'accès dans le chat tout à l'heure. Ces webinaires carnet de projet durent 1 heure. Ils prennent la forme de discussions avec plusieurs porteurs d'initiatives locales qui viennent témoigner en direct. Et grâce à une entrée thématique sur les projets, l'idée, c'est de montrer la diversité des pratiques d'accompagnement et puis de décrypter un peu les mécaniques des projets. Donc, qu'est-ce que sont ces projets et puis surtout comment ça marche. Par le partage, l'idée, c'est un peu d'inspirer vos pratiques d'accompagnement des publics. Je vous invite à réagir tout au long du webinaire dans le chat que vous trouverez sous votre écran. Et vous pouvez y déposer vos questions et puis je ferai remonter ces questions tout au long du webinaire aux intervenantes d'aujourd'hui. Le webinaire est enregistré et il vous sera proposé de le visionner en replay à l'issue du webinaire sur la chaîne YouTube Parcours Pro et puis également sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de sens dans les accompagnements. Vous le savez certainement, depuis fin 2024, des opérateurs du repérage et de la remobilisation ont été retenus par l'État pour déployer partout en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine des parcours d'accompagnement qui visent à reconduire vers la formation ou l'emploi des publics éloignés de l'emploi en raison de multiples freins et qui n'ont pas ou plus recours aux dispositifs d'accompagnement classiques. Dans ces SAS à durée variable, souvent entre 3 et 9 mois, que constituent les dispositifs O2R, les personnes arrivent fragilisées par des parcours de vie souvent compliqués, avec un équilibre de vie à retrouver et des perspectives d'avenir plus ou moins floues. L'enjeu des accompagnements, c'est de leur permettre de retrouver la capacité de choix et de s'orienter. La question du sens, elle est donc centrale dans ces accompagnements, comme un peu un moteur de remobilisation. Pour en parler, aujourd'hui, nous allons accueillir les représentants de 2 projets O2R de Nouvelle-Aquitaine. Donc l'association Osons ici et maintenant, l'école Être Gironde et puis l'union régionale Léo Lagrange. Ces associations utilisent différents leviers pour recréer du sens dans ces accompagnements, la transition écologique et sociale, ainsi que la pratique physique et sportive. Aujourd'hui, avec nos intervenantes, nous allons explorer, questionner les pratiques et les postures d'accompagnement utilisées pour refaire sens. Nous allons regarder comment ces leviers sont utilisés concrètement et puis quels effets tout cela produit. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Lombard, qui est responsable de programme au sein de l'association Osons ici et maintenant. Nora Sanan, qui est cofondatrice de l'école Être Gironde, et puis Céline Greffier, elle est chargée de programme insertion par le sport et référente terre de jeu au sein de l'Union régionale Léo Lagrange. Alors, pour commencer, un petit exercice qui est assez familier dans le cas des carnets de projet, je vais vous demander à toutes les trois de nous présenter rapidement ces dispositifs. Alors, vous portez, à savoir les dispositifs Léo Sport Job,
Et puis, osons être. Céline, est-ce que, vous voulez bien commencer? Oui, merci Charlène. Bonjour à tous. Alors, nous, dans le cadre de la fédération sportive, Léo Lagrange Sport, on a mis en place un programme qui s'appelle en effet le Léo Sport Job, donc qui est un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Je trouve ça très important de dire accompagnement parce qu'on n'est pas une boîte d'intérim, mais je pense que c'est pareil pour tous les projets qui seront présentés aujourd'hui. L'idée, c'est pas de faire matcher un jeune avec un programme ou un emploi qui soit dispo. On est bien sur une notion d'accompagnement. Mmh. Pour les 16-25, en Gironde et Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un programme national que l'on déploie, nous, dans la Nouvelle-Aquitaine, sur plusieurs territoires, dont 3 en Gironde, Grand Parc, Rive Droite et Blaye, à raison Mmh. de 2 jours par semaine sur environ 6 mois. Et ce sont des programmes d'accompagnement qui sont mis en place par l'activité sportive et donc par des éducateurs sportifs notamment. Et c'est un programme qui a débuté quand, Céline? Alors c'est un programme qui existe au national depuis 2021 Mmh. et en Nouvelle-Aquitaine, il existe depuis 2023. OK, et vous fonctionnez par cohorte? Par promotion, ouais? Exactement, on en a 1 ou 2 par an en fonction de comment on s'organise avec les équipes. L'idée, c'est d'être, avec, nous, ce qu'on appelle un staff d'accompagnement, puisque du coup, on fait Mmh. souvent le parallèle avec, le monde du sport, heu, dans lesquels interviennent, en fonction des vulnérabilités que l'on rencontre, avec les différents profils des CIP, forcément, puisqu'on parle du monde de l'emploi, conseiller d'insertion professionnelle. On travaille aussi avec, des psychologues, des préparateurs mentaux, par exemple. Mmh. Tout dépend, en fait, de ce qu'on rencontre comme profil au sein des accompagnements et on est sur des cohortes, entre 8 et 12 en général. OK, avec des phases, bien déterminées? Puisque du coup, on sait que les programmes O2R se composent de plusieurs volets: repérage, remobilisation, accompagnement. Est-ce que ces phases, elles sont bien distinctes au sein du programme ou est-ce que du coup, les ces phases, se font un petit peu, en parallèle? Oui, tout à fait. Alors, il y a des points que je pourrais éclaircir, dans les questions de tout à l'heure, il y a ces Mmh. 3 phases, dans l'accompagnement de O2R qui, pour nous, font sens. D'ailleurs, Mmh. c'est la question du jour. Hem, Puisque avant même d'arriver sur O2R, on avait des phases qui coïncidaient déjà. Le sourcing, la partie accompagnement et la sortie de parcours. Donc ça, Mmh. c'est les 3 grandes phases qui correspondent avec O2R et nous, dans la partie accompagnement, on démarre toujours avec, une période qu'on appelle de sas d'entrée, qui nous permet aussi bien pour nous de discuter avec le jeune, le bénéficiaire et de voir si ça correspond pour lui, si, son profil est bien dans une optique en tout cas, bah, d'accéder à un emploi, une formation et cetera, que son profil et ses envies, sa motivation correspondent avec ce que nous on met en place. Mmh. Vérifier qu'il ait bien compris aussi, le programme dans lequel il vient et puis qu'il puisse tester un petit peu la pédagogie et la manière dont nous on fonctionne dans notre accompagnement, Mmh. puisque chacun a sa manière de fonctionner en fonction de ses compétences, de sa structure, des outils que l'on utilise, qu'on met en place. Aussi bien pour nous, pour découvrir qui il est, voir si son profil y correspond, que pour le bénéficiaire lui-même, voir si, en fait, la manière dont nous on fonctionne, ça lui correspond. Qu'il puisse se questionner aussi sur, la période, où est-ce que lui, il en est rendu dans sa vie? Est-ce que c'est le bon moment pour travailler ce sujet-là ou pas? Mmh. C'est des questions aussi qui font écho au sens. Donc nous, on a cette petite période de sas d'entrée et puis ensuite, on a 3 grandes étapes, on va dire, dans la partie accompagnement qui correspondent à ce que nous, on a appelé déclencher le changement, réaliser le changement et s'accomplir. Donc, ils sont des parties que je développerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais où Ouais. globalement, on est dans déclencher le changement, la création d'une zone, d'un groupe, d'une situation de confiance pour pouvoir travailler ensuite sur pouvoir faire des choix. Dans la deuxième partie, donc déclencher le changement, c'est toute la partie où on va découvrir, faire des choix, essayer de se positionner, être en assez bonne confiance envers soi-même, envers le groupe, envers les encadrants pour pouvoir faire des choix.
et ensuite s'accomplir, c'est-à-dire, mettre en place, par soi-même et pour soi-même, les choses, les rendez-vous, se mettre en mouvement, être actif, pour sa propre vie, pour son propre chemin de vie. Voilà. Merci Céline, c'est très clair. Je vais laisser la parole maintenant à Virginie pour la présentation de alors Osons être. Oui, merci Charlène. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de parler du dispositif, peut-être deux mots sur l'association Osons ici maintenant, parce que l'association que je représente, on a fêté les 10 ans cette année. Eh ben oui. Et donc, en fait, cette association a été fondée suite à une expérience au Québec significative des cofondateurs et l'observation qu'ils ont faite notamment des jeunes qui avaient la possibilité d'oser. Et donc, il y a deux constats qui émanent de cette observation-là. Un premier constat qui montre que il y a de plus en plus d'enjeux inédits, notamment sur enjeux environnementaux, enjeux sociétaux. Et donc, face à cet enjeu, un besoin de contribution de chacun d'entre nous, mais en particulier aussi des jeunes. Et l'autre constat, c'est qu'en fait, les jeunes se posent des questions, sont souvent disent qu'ils se sentent inutiles, qu'ils savent pas trop où aller et qui ont besoin, qui sont en quête de sens. Et donc, nous, en interne, au sein de l'association, tous nos programmes, tous nos projets essayent de proposer des solutions et font le lien entre ces deux constats. Ça, c'est important parce que c'est vraiment la base de nos dispositifs. Et dans le cadre de l'AMI Aux-Deux-R et au sein de la Gironde, ce qui était logique, c'est de travailler ensemble avec l'école Être Gironde, puisque nous avons les mêmes valeurs, des valeurs en lien avec la transition écologique notamment. Et donc, l'objectif, c'était de permettre de développer le pouvoir d'agir des jeunes, de permettre des déclics pour les jeunes, tout en les accompagnant, notamment sur le dispositif au sein d'Osons Être, qu'on appelle en interne le Développe ton avenir, de parler de projet de vie et aborder la question de la transition écologique de manière transversale. Au sein d'Osons ici maintenant, on a un programme, donc Développe ton avenir, qui dure 8 mois, à destination de jeunes entre 16 et 25 ans. 8 mois sans compter la période de repérage qui a lieu de septembre à octobre, mais j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Et c'est un programme qui à la fois est composé de temps collectif, de temps individuel, mais aussi d'expérimentation, d'immersion en mission de service civique d'initiative. Voilà, et donc dans le cadre de notre consortium avec l'école Être, l'objectif c'est de créer des parcours cohérents en fonction des jeunes que nous accompagnons. Et aussi de permettre de mutualiser nos pratiques et d'échanger là-dessus, de structurer au fur et à mesure chaque année notre partenariat, notre consortium. Merci Virginie. Et justement, on va laisser la parole à Nora pour voir comment est-ce que ce partenariat effectivement s'articule avec l'école Être Gironde. Nora, voilà, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nora Sananès. En effet, pour nous aussi, ça tombait sous le sens de travailler avec Osons ici et maintenant, qui est un acteur, voilà, sur le territoire, qui pratique, voilà, des méthodes dans les qu'on des méthodes d'éducation populaire et des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons. Et que ce soit avec Osons ici et maintenant ou avec nos autres partenaires, on porte vraiment la conviction qu'un parcours de réussite pour les jeunes ou pour les personnes éloignées de l'emploi en général, c'est des parcours qui mettent les acteurs en coopération, en fait. Donc, puisque c'est l'intérêt derrière tout ça, ce qu'on observe derrière tout ça, c'est de pouvoir rebondir sur les dispositifs les uns des autres, parce qu'on sait que nos dispositifs seuls ne suffisent bien souvent pas à répondre à des enjeux de taille pour chaque personne.
Donc, l'école Être de la Gironde, elle est portée par le Petit Village, qui est un tiers-lieu pédagogique à Saint-Martin-de-Lerme, entre le sud Gironde et l'Entre-deux-Mers. Et nous appartenons du coup à un réseau national de 34 écoles Être aujourd'hui en France. Donc, bien que notre association, nous, on n'a pas fêté nos 10 ans, on a fêté nos 2 ans. Cette année, on bénéficie pour le coup d'une dizaine d'années d'expérience d'un réseau national et d'une vraie dynamique de réseau par ailleurs. Le propre des écolettes, ce sont des dispositifs de remobilisation, de formation pour en priorité les jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi. Dans les fondamentaux des écoles-lettres, on a la gratuité des dispositifs, la mixité, donc j'en dirai un petit peu plus par la suite, et l'apprentissage par le faire en situation concrète. Là aussi, je pourrais déployer sur la suite. Ce sont vraiment des fondamentaux qui permettent de créer cette recette de limiter les décrochages et d'accompagner les personnes dans la durée. Parmi les autres, enfin les 2 autres fondamentaux, c'est le fait de faire cohabiter la dynamique collective et l'accompagnement individuel. Quelques peut-être, quand on parle de, enfin, du coup, vous pouvez vous imaginer que tous les dispositifs, se font avec des promos, enfin des jeunes qui ont enfin des groupes pardon, qui sont d'une dizaine de jeunes, maximum 12. Le fait d'être en petit groupe, c'est fondamental pour pouvoir, animer cette vie collective. Hem Et il y a aussi, puisque l'idée c'est de parler aussi concrètement de comment on fonctionne, des enjeux, de ressources humaines dans les équipes pour être en capacité de mettre en œuvre ces dispositifs. Donc typiquement, quand on met en œuvre une formation, il y a toujours des binômes d'encadrement avec le groupe, et ça c'est, par exemple quelque chose, de très important, dans nos modèles et dans notre modèle ici en Gironde, pour à la fois être en mesure de répondre aux situations individuelles qui se présentent et à la fois ne pas mettre en peine, la dynamique de groupe dans l'évolution des apprentissages et du dispositif. Donc, voilà, dans les écoles lettres, vous trouvez 60 du public qui a décroché du système scolaire classique. Les 92 des suites de formation sont des sorties dynamiques. Les sorties positives, c'est vraiment retour à l'emploi, retour en formation professionnelle. Mais on a aussi, nous, un autre indicateur que sont les sorties dynamiques avec tout simplement la décision de repasser le permis ou de passer le permis, enfin, le fait d'avancer dans les freins que peuvent être des problématiques familiales ou des problématiques d'hébergement, prendre, enfin entamer une cure quand c'est nécessaire, alors que voilà. Donc en fait, tout ça, c'est des indicateurs qu'on observe pour évaluer si le dispositif a permis des progrès dans le parcours de la personne. Merci Laura. Alors, tu as parlé effectivement de plein de choses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure et notamment sur les conditions d'accompagnement. Donc on se garde ça sous le coude. Je voudrais qu'on revienne un peu sur vos publics. On a bien compris que vous accompagnez des jeunes, 16-25 ans, en situation de décrochage, tu l'as dit Nora, éloignés de l'emploi. Est-ce que vous pourrez nous dresser un peu un portrait, en tout cas des caractéristiques un peu communes autour de ces publics-là? Dans quel état d'esprit est-ce que vos publics arrivent sur les dispositifs O2R, et puis de quoi est fait leur parcours jusqu'à présent? Est-ce que Nora, tu veux poursuivre là-dessus? Je remets le micro du coup. Oui. Oui, avec plaisir. Je vous ai indiqué le cœur de cible que sont les 16-25 éloignés de l'emploi, mais de par, le fondamental de mixité dont je vous parlais, nous on a un objectif d'avoir 80 de chacune de nos promos, dans cette cible-là. Mais on accueille du coup aussi des personnes qui ont, beaucoup plus que 25 ans, qui ont, la quarantaine, la cinquantaine, et c'est très riche comme apport pour la dynamique collective. D'où
Pour le cœur de cible, ce sont des personnes qui sont en situation de décrochage scolaire, des personnes qui expriment ou qu'on découvre avec des phobies sociales, des santé mentale très, très fragiles, des enjeux d'addiction, des personnes qui peuvent avoir aussi, qui sont dans un parcours migratoire, des personnes aussi qui sont accompagnées par les structures de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, donc ça, c'est le type de parcours. J'essaye de m'attacher à concrètement, accueillir ces publics. Ça veut aussi dire donc par exemple, dans le cahier des charges des écolettres, on a, des postes types comme l'encadrement pédagogique et cetera. Mais, nous, par exemple, ici en Gironde, on met une attention particulière à avoir dans nos équipes, un ou une, éducateur spécialisé. Parce qu'on observe avec l'expérience, là, avec les 2 ans d'expérience, que c'est aidant. En fait, c'est aidant pour si on veut vraiment aller vers les publics éloignés et dépasser, les publics, des publics peut-être éloignés de l'emploi, mais pas forcément en grande difficulté. Si on, le fait de pouvoir compter sur ces compétences-là dans une équipe, c'est très aidant pour se sentir sécurisé et savoir qu'on sécurise le groupe pour pouvoir accueillir une grande diversité de profils. Ensuite sur, justement la part de nos publics qui n'est pas forcément dans ce cœur de cible, c'est des jeunes ou moins jeunes qui sont plutôt là en reconversion ou, en quête de sens. En l'occurrence, ces quelques personnes-là dans nos groupes, elles expriment quand elles arrivent qu'elles sont en quête de sens. Ce qui n'est pas, le cas, de la majorité de nos publics. Ils viennent pas nous voir parce qu'ils sont en quête de sens. Nous, on va travailler avec eux sur cet enjeu du sens, mais je développerai un petit peu comment sur la vision, après. Et enfin, du coup, pour le cœur de cible, s'ils n'expriment pas de sens, eux, ils expriment plutôt, des enjeux de survie, des enjeux financiers, des enjeux de survie émotionnelle et cetera, qu'on accueille aussi, même si, le prétexte premier est un stage découverte ou une préformation vers les métiers. Puisque du coup, notre propos, il est bien d'orienter vers le parcours professionnel à la base. Je vais Merci laisser Nora. mes collègues compléter. Est-ce que Céline, les constats que tu fais rejoignent ceux de Nora par rapport aux typologies de public? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus également sur les attentes? Alors peut-être que ça rejoint ce que vient de dire Nora aussi, qui les conduisent à entrer sur ces dispositifs-là. Et est-ce qu'elles sont en demande de sens? Est-ce que du coup cette demande est exprimée? Ou c'est du coup un enjeu que vous allez effectivement travailler, mais sans demande explicitement faite, élaborée, quoi? Alors là où je rejoins Nora, c'est sur la typologie de public. En fait, on se rejoint sur beaucoup de choses parce que les constats sont les mêmes. Les publics sont similaires, donc effectivement, dans toutes les personnes, les bénéficiaires qui passent par notre dispositif, on a aussi bien des jeunes qui viennent de la PJJ que de l'ASE, des MEX, du Prado. Il y en a qui raccrochent, qui essayent de raccrocher, du moins parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternance et que Parcoursup n'a pas été opérationnel pour eux. Il y en a qui ont démarré des licences et qui finalement ne se retrouvent pas dans la formation qu'ils ont démarrée et qui justement recherchent quelque chose qui pourrait leur plaire, donc sont en reconversion. Et après, on a des jeunes qui arrivent et qui ne savent absolument pas quoi faire de leur vie, qui sont juste un peu perdus dans leur réflexion. Donc, on a aussi, dans la typologie globale de comment on pourrait un peu, j'aime pas trop ce terme, mais classifier les jeunes en termes de sens sur le pourquoi ils viennent. La réalité, c'est qu'il y en a aussi bien qui viennent avec des objectifs très concrets, très précis. Moi, ce que j'ai pas précisé dans le Léo Sport Job, c'est qu'on utilise les outils des activités physiques et sportives, mais c'est un accompagnement qui est multifilière, donc on n'oriente pas que vers le sport et l'animation. Mais il y en a qui viennent nous chercher pour ça. Donc il y en a qui viennent parce que justement, ils ont besoin d'aide sur le fait de pouvoir entrer sur des formations en lien avec l'animation et ou le sport. Ou alors qu'ils ont besoin d'aide pour passer les TEP,
les tests préparatoires à l'entrée en BPGEPS, par exemple. Et ils viennent nous chercher là-dessus pour s'entraîner. Mais il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils sont juste complètement perdus et que c'est une appétence qu'ils ont, la pratique sportive. Et il y en a qui viennent nous voir alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça pourrait représenter pour eux. On a beaucoup de profils qui sont aussi complètement asportifs dans nos accompagnements et qui, en fait, viennent là parce que c'est plutôt la pédagogie, et je pense que l'accompagnement de mes collègues est similaire. C'est le fait de ne pas reproduire ce qu'ils auraient vécu à l'école et qui les ont positionnés en situation d'échec. Là où il ne faut pas faire d'erreur dans ce que nous, on met en place, c'est que s'ils ont été décrocheurs à un moment donné, c'est parce que la pédagogie, pour certains, pas tous, mais pour certains, ne leur convenait pas. Donc, les repositionner sur une chaise derrière un cahier d'école, avec un stylo, etc., c'est les repositionner en situation d'échec, et ça, il ne faut pas le faire. Par contre, avoir une pédagogie qui leur correspond et dans laquelle ils sont OK de s'engager, ça participe aussi à refaire du sens pour eux, et potentiellement, pour certains, ça arrive à les raccrocher avec le système scolaire. Donc, il y en a qui viennent avec une idée très concrète de ce qu'ils veulent. Il y en a qui viennent avec une idée concrète et qui, en cours de route, changent d'objectif. Et il y en a qui viennent avec zéro idée, et ils ont juste besoin de raccrocher avec justement une aide sur quelles questions je dois me poser pour avancer. Et puis, on ne va pas se mentir, il y a une dernière typologie de personnes qui viennent parce que ils ont aussi des besoins financiers pour remplir le frigo. Donc, ils ont aussi, O2R permet ça, d'avoir une petite rémunération qui change en fonction des profils et des typologies de public. Mais il y en a qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une rémunération derrière. Donc, autant il y en a pour certains profils, ça va avoir aucune influence parce qu'ils ont déjà une envie de travailler sur leur profil, sur leur projet de vie. Autant il y en a, ça va être la carotte qui va faire que en fait, l'autodétermination ne va pas être première instance de réflexion, mais ça va être l'outil qui va les faire travailler sur eux-mêmes et sur leur projet de vie. Je ne sais pas si on se rejoint là-dessus sur nos constats avec les collègues. Je vois des hochements de tête, notamment de Virginie. Mais en tout cas, nous, voilà, le diagnostic qu'on fait sur la typologie des publics qui entrent en parcours, c'est celui-ci. Alors justement, je vais te laisser rebondir, Virginie, mais je voudrais y associer une question supplémentaire. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de sens. Virginie, et que tu nous dises peut-être ce que toi, tu mets derrière en tant que professionnel, puisque j'ai l'impression que le sens, quand même, c'est une notion qui est transverse aux pratiques d'accompagnement. On aborde le sens quand on accompagne les publics dans leur rapport au travail. On s'attache au sens quand on essaie de créer de l'engagement, de la motivation dans les apprentissages, quand on travaille autour du développement du pouvoir d'agir. Enfin, ce sens, en fait, recoupe un peu les pratiques d'accompagnement. Mais je pense qu'en tant que professionnel, vous allez me le dire, on peut avoir des représentations assez différentes de ce qu'on poursuit quand on mène un travail autour du sens auprès des publics. Est-ce que Virginie, tu peux nous dire quelles sont, toi, les intentions que tu poursuis envers les publics à travers ce travail au sens? Oui, après, j'aimerais bien revenir quand même sur Ouais, la question vas-y. des publics. Effectivement, on se rejoint avec mes collègues. Juste, nous, sur nos programmes, ce qui est hyper important, c'est qu'on recrute sur la motivation. Donc, ça veut dire que les jeunes qu'on rencontre, ce qui est important, c'est qu'ils adhèrent et qu'ils aient envie de vivre ce qu'on leur propose, notamment à la fois être dans une promotion de 10-12 jeunes, d'être du coup en collectif pendant 8 mois de manière hebdomadaire, mais aussi de vivre une expérience en immersion dans un mode plutôt de professionnalisant dans une mission de service civique. Et avoir des temps individuels où on travaille le projet de vie. Dans le cadre de O2R, ce qui est important et ce qui rejoint aussi les collègues, c'est que
Voilà, c'est des personnes qui sont éloignées des institutions, notamment de France Travail, des personnes qui ont vécu effectivement des parcours assez irréguliers, atypiques, décrochage scolaire. Derrière ce mot-là, souvent il y a le harcèlement qui ressort. Des personnes qui ont une phobie, qui sont souvent isolées plusieurs mois, plusieurs années, et donc voilà, des personnes qui se posent beaucoup de questions et en même temps une diversité, alors pas intergénérationnelle comme Nora l'a décrit, mais plus d'un niveau d'études différents, des personnes qui ont décroché jeunes et d'autres qui ont fait des études mais qui finalement remettent en question un peu leur début d'études. Je voulais juste revenir sur les attentes des jeunes, notamment au moment du repérage. On organise des entretiens où l'objectif, c'est de comprendre un peu leur parcours, de voir si notre proposition peut correspondre à leurs attentes. Et ce qui ressort dans leurs attentes, c'est souvent une envie de reprendre un rythme. Tout simplement se lever, tout simplement avoir des horaires, être en relation avec d'autres, même si certains sont tétanisés à l'idée de se retrouver avec des jeunes de leur âge. Finalement, il y a quand même cette envie d'aller vers et de pas être en relation avec les gens que derrière un écran, que derrière des jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même cette envie d'être en mouvement. Il y a énormément ce besoin, cette attente de reprendre confiance en eux. Donc ça veut dire accepter un handicap, ça veut dire avoir une reconnaissance des autres, de ses pairs, mais aussi des autres en général, de leur famille. Et donc ça passe par plein d'éléments. Par rapport à notre proposition basée sur le service civique d'initiative, c'est aussi avoir une nouvelle expérience qui n'est pas un stage, qui n'est pas scolaire, qui est une nouvelle expérience qui leur permet finalement d'avoir un cadre bienveillant où en fait ils peuvent essayer, revenir en arrière, tenter des choses. Et il semble que voilà, ça peut être une opportunité pour ensuite se diriger vers autre chose. Il y en a quelques-uns qui ont envie de s'engager, qui ont vraiment envie de se mobiliser dans les structures du territoire. Bon, ça, c'est plutôt à la marge. Mais globalement, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur les métiers, sur une vie professionnelle. Et donc, ils ont une attente de valider ou de faire émerger une idée professionnelle pour plus tard. Et je terminerai par l'envie de gagner en indépendance. Donc, comme disait Céline, c'est effectivement la question de l'allocation qu'ils peuvent recevoir quand ils ont un statut de service civique, qui leur permet justement de se projeter vers une indépendance plus concrète, notamment passer le permis, notamment penser à un logement indépendant, parce que la plupart des jeunes que nous avons sur un territoire rural, il y a un gros problème de mobilité et en plus, c'est des jeunes qui sont encore dans leur famille. Donc, pour revenir à ta deuxième question au niveau du sens, le sens, c'est tout simplement, c'est un peu un panel de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils reprennent confiance en eux, où il y a un cadre bienveillant, où il y a une découverte de leur capacité, de leur potentiel, en fait, plus il y a une découverte d'eux-mêmes, plus on arrive vers un sens. C'est-à-dire que s'ils ont été freinés avant, si on leur a dit qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient dans l'incapacité de se projeter, etc., ben forcément, effectivement, le sens d'une vie, elle n'existe pas. Plus il y a une remise en confiance, plus il y a une écoute, une mise en action où ils peuvent être acteurs, notamment dans le service civique d'initiative de leur programme, j'ai pas le terme, mais enfin, plus ils sont acteurs sur nos programmes, plus ils se sentent à l'aise et plus ils reprennent confiance en eux et se disent, bon, ok, ma vie, ça va être ça, j'ai envie de tester ça, etc. Merci Virginie. Alors, je crois qu'il y a une main levée, que tu voulais réagir, Céline, et je te laisserai rebondir sur cette question-là de ce que toi tu mets derrière cette notion d'accompagnement au sens. Oui, en écoutant Nora et Virginie, il y a quelque chose qui me semble très important de mettre en avant, parce que je ne sais pas si c'est
quelque chose que tout le monde partage, en tout cas, nous, avec les différents partenaires avec lesquels on est, c'est quelque chose qui nous semble très important et Nora l'a dit tout à l'heure, c'est justement le fait de se connaître Mmh. entre nous et justement d'avoir ce qu'on appelle un accompagnement global. On parle de fil rouge pédagogique. Quand j'ai évoqué tout à l'heure le sas d'entrée, je pense qu'il est important de rappeler à tout le monde qu'on n'est pas longtemps présent dans la vie des personnes que l'on accompagne. On parle de 6 mois, de 3 mois, de 9 mois. Finalement, c'est pas si long que ça dans la vie d'une personne et en fait, je trouve que c'est important de rappeler que nos accompagnements doivent être modulables, et qu'en fait, c'est à nous de nous adapter à la temporalité et à la vie des personnes que l'on accompagne. C'est pour ça qu'il est important et c'est pour ça, je crois, qu'on a tous des accompagnements avec pas beaucoup de jeunes, parce que faire de l'individuel dans du collectif nécessite de ne pas être trop nombreux non plus. Et, et en fait, il faut aussi pouvoir être à l'écoute de ce dont eux ont besoin. Et c'est pour ça que je parlais de tester aussi notre pédagogie, parce que ça nous arrive aussi très souvent de se dire, bon, bah, viens, tu as entendu parler de nous, tu veux venir découvrir ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Si ça ne te correspond pas et que la pédagogie que nous, on met en place, pour toi, c'est pas OK de fonctionner de cette manière, on te réoriente vers un autre accompagnement et vers des collègues qui fonctionnent d'une autre manière dans un autre accompagnement. Alors, Céline, on t'entend, ton image est figée, mais tu es bien, bien parmi nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière cet accompagnement au sens, quelle est ta vision de cet accompagnement-là et les intentions que tu poursuis derrière ça? Alors, Virginie, on a un peu parlé, on a une vision un peu similaire. L'idée de remettre du sens, c'est que les jeunes, ils puissent avoir un espace où ils se questionnent. On a de nombreux bénéficiaires qui ont une vision assez réduite de leurs possibilités. Nous, on a un slogan un petit peu à Léo Lagrange qui est aux jeunes, il ne faut pas tracer le chemin, mais il faut leur ouvrir tous les possibles. Et donc, l'accompagnement qu'on met en place doit permettre ça, soit pour ceux qui ont déjà une vision très précise de ce qu'ils veulent faire, les accompagner dans cette démarche. Mais pour certains, ça veut aussi dire rajouter des étapes ou alors sortir du déni ceux qui ont des envies trop poussées pour l'instant présent par rapport à leur situation actuelle. Donc ça veut dire mettre des étapes intermédiaires par rapport à leur objectif final. Et puis pour ceux qui ne voient pas, bon, je dis ça parce que j'ai un exemple très précis en tête d'un jeune qui voulait par exemple être pompier volontaire, travailler, enfin, qui voulait être pompier de Paris, mais qui fumait toute la journée, qui ne faisait pas du tout de sport, qui était en situation de semi-obésité. Pas par notre diagnostic, mais diagnostiqué par la médecine. Donc là, on est sur un objectif qui, à l'instant T, était trop éloigné de la réalité. Donc on a mis des situations intermédiaires, où on a fait en sorte qu'ils puissent du coup déjà retrouver une hygiène de vie, qu'ils puissent du coup atteindre cet objectif-là à long terme en passant par des étapes qui soient intermédiaires. Donc ça ne veut pas dire sortir du déni, couper son envie et le pauvre le faire sortir complètement de son idée de base, mais ça veut dire des fois réorienter l'objectif. Et pour d'autres, eh ben, ça veut dire, nous on a eu aussi des situations où les bénéficiaires ne voyaient pas plus loin que le garage au bout de la rue. Parce qu'ils se disent qu'il y a des situations qui pour eux ne sont pas accessibles. Donc ça veut aussi dire dans les accompagnements, faire en sorte de leur montrer qu'il y a plein de possibilités et que pour ceux qui ne savent pas vers où aller, tester un maximum de choses et leur faire bénéficier d'un cadre dans lequel ils sont assez en confiance, et c'est là où on se rejoint aussi sur le pouvoir d'agir, c'est leur faire bénéficier d'un cadre où ils sont assez en confiance pour pouvoir oser tester des nouvelles choses, se tromper et réessayer de nouvelles choses encore.
C'est si tu te trompes, c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui ont été en situation d'échec et qui n'osent pas se repositionner en situation, nouvelle, de peur d'échouer. Et là, Mmh. l'idée, c'est de leur dire: «Vous pouvez échouer parce que nous, on sera là pour vous accompagner si jamais ça se passe mal ou si jamais juste ça ne te plaît pas et si ça te plaît pas, c'est pas un échec. C'est Mmh. juste un objectif que tu élimines pour pouvoir te focaliser sur le reste». Donc nous, refaire sens, ça passe aussi par expérimenter, mettre en pratique, et découvrir de nouvelles choses, aussi bien sur les activités physiques que sur les nouvelles personnes, que sur de nouveaux lieux, hem, que sur des métiers évidemment, parce qu'on est là aussi pour découvrir des métiers, des formations, et donc nous, par la pratique sportive, on est aussi dans ce cadre-là, d'utiliser le prétexte de l'activité, pour découvrir des domaines métiers. Je pense par exemple à notre partenariat avec la Fédération française de vol en planeur, où on en profite pour, découvrir les métiers de l'aéronautique. On va par exemple sur des centres équestres utiliser le prétexte, du coup de l'activité équestre pour découvrir tous les métiers qu'on peut découvrir sur un centre, que ce soit les cuisiniers, le maréchal ferrant, le directeur, voilà, c'est découvrir tous les domaines métiers qui ne sont pas forcément en lien avec la pratique sportive en elle-même, mais qui sont sur, le site d'activité, on va dire. Donc remettre du sens, pour nous, ça passe par le corps en pratique, se remobiliser physiquement et donc ouvrir le champ des possibles en testant et découvrant un maximum de choses. Merci Céline. Alors je vais passer la parole maintenant à Nora. Alors on a eu des pistes un petit peu de compréhension un petit peu de la façon dont vous y preniez pour, amener des personnes qui parfois on a vu que c'était pas la majeure partie des cas, mais on a vu des personnes arriver un peu perdues, sans trop savoir où elles, en sont, sans trop savoir ce vers quoi elles veulent, aller. Heu, donc on a entendu et j'ai entendu de Virginie aussi que pour toi effectivement, l'accompagnement au sens, c'était effectivement de créer des situations d'introspection, en tout cas des situations qui permettent aux personnes de se découvrir, de mieux se connaître et cetera. Nora, quelle approche, de la personne, de sa situation? Est-ce que cela nécessite? Comment on aide une personne qui ne sait pas trop où elle en est à faire le point sur, ce qui est important pour elle finalement? Et puis, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que vous avez pas un peu de résistance parfois de certains publics qui, sont peut-être pas prêts à regarder, à se regarder? Ça peut venir, bousculer des choses, pour les personnes aussi. Enfin, comment vous vivez là ces comportements peut-être un peu plus de défiance par rapport au travail que vous pouvez mener? Nora? Hem Eh bien, je vais faire très court pour m'appuyer sur ce qu'on entend par refaire sens, pour parler des approches puisque du coup c'est intrinsèquement lié. Bien évidemment, on va pas arrêter de le répéter, je me reconnais à 3000 dans ce que partagent, Céline et Virginie. Ce qui nous est venu, spontanément quand même sur cette question du sens, c'est de se rappeler que pour s'adresser à ces publics-là, avant même de parler de sens, on parle de repères. Heu, dans l'enjeu, dans cet enjeu-là, on ne peut pas se projeter, le sens, c'est aussi se projeter, c'est conscientiser, c'est théoriser. Le sens, on peut travailler sur le sens une fois qu'on a recréé des bases, des repères, en fait. Quand on parle de repères, c'est des repères de toutes sortes, des repères, physiques, des repères, émotionnels, des repères, économiques et cetera, qui permettent à la personne de se sentir resécurisée, Mmh. sécurisées par rapport aux urgences avec lesquelles elles arrivent, dans notre dispositif. Et donc du coup, une fois qu'on recrée, tant que faire se peut, à notre échelle, un sentiment de sécurité, en tout cas à l'instant T, on peut, voilà, on peut, aller un peu plus loin et tout ça se fait, quand je vous dis: «On peut», avant, après, c'est pas, chronologique, c'est tout en même temps, mais voilà, je tenais à rappeler ça que,
que la notion de repère, elle est fondamentale sur les publics qu'on accueille. Et que du coup, la question du sens, elle arrive grâce à la reprise de confiance en soi. On parle beaucoup de confiance en soi. Ce que je voudrais ajouter, c'est la confiance dans l'autre. Puisque du coup, dans les parcours écorchés des personnes que nous accueillons, il y a un gros enjeu de confiance dans l'autre. L'autre peut être un allié. L'autre n'est pas... quand je dis l'autre, c'est la personne ou l'organisation, la structure, l'institution, etc. L'autre n'est pas... l'autre est peut être une personne de confiance et je peux m'appuyer sur l'autre pour avancer. Et donc, ça, c'est aussi fondamental, que ce soit pour créer une alliance au sein du dispositif, mais pour permettre à la personne de rester en posture ouverte pour la suite de son parcours avec les personnes qui vont être les futures interlocutrices, le maître de stage, l'organisme de formation, etc. etc. Et enfin, sur la question de sens, ce qui est important, c'est de rappeler que même si notre baseline, c'est des formations au métier de la transition écologique, et donc du coup, notre propos, il est sur l'enjeu emploi, ce qu'on fait, notre objectif, c'est de permettre à chacun, chacune, de percevoir qu'elle n'a pas besoin de faire de choix entre son projet pro, son projet citoyen et son projet de vie. C'est-à-dire que, et ça, heu, enfin voilà, ça fait partie des valeurs que nous portons, puisque nous considérons que, si la transition écologique, peine, c'est aussi parce que, culturellement, on nous projette sur des parcours, pro qui vont dans un sens, des parcours citoyens qui vont dans un autre, des parcours de vie, et du coup, à un moment donné, on ne s'y retrouve plus et puis on craque. Et donc j'en parle là parce que ça fait sens, en fait, de se dire: «Je ne suis pas obligée d'être 3 personnes différentes. Je peux m'épanouir, heu, je peux m'épanouir dans mon rôle citoyen, au sein de mon job. Je peux m'épanouir émotionnellement, personnellement, dans mon job», et cetera, et cetera. Et et pour la spécificité de la ruralité, c'est aussi de retrouver sens et confiance dans le territoire dans lequel je grandis, cette grande ruralité qui n'est pas à fuir, et de leur donner à voir que c'est un territoire qui leur offre moult possibilités. Et en effet, Céline, quand tu parlais de ne pas voir, plus loin que le garage d'à côté, c'est ça, c'est de se dire en fait la le territoire que tu vis peut être un territoire, agréable à vivre, peut être un territoire qui t'épanouira, et cetera. Hem, Alors, sur, tu parlais justement, je rebondis Nora, tu parlais, alors peut-être que tu pourras, nous renseigner dessus. Tu parlais justement de ce levier, la transition, écologique et sociale. J'aimerais concrètement que tu nous dises comment est-ce que ce levier-là, via ce levier-là, comment est-ce que vous allez recréer des situations via, la transition, ces questions de la transition écologique et sociale, qui vont amener la personne à mieux se découvrir, se connaître, et cetera. Je passerai ensuite la parole à Virginie pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et puis Céline, même question, comment on crée des situations avec le sport pour, pour aider la personne à se connaître, à se découvrir. mmh, donc concrètement, dans cette école Être Giron, nous pouvons accueillir des publics donc dans le cadre de stages découvertes de 2 semaines, que sont nos remobilisations avec, les enjeux d'accompagnement en amont et en aval. Et également dans l'école Être des formats, de 3 mois qui sont des formats préqualifiants. Hem, ce qui est conséquent dans notre accompagnement, c'est que nous proposons l'hébergement dans le cadre de nos formations, et ce qui nous permet de travailler sur tous les enjeux de la vie quotidienne et la levée des freins périphériques au parcours. Dans cette dynamique, dans ces parcours, travailler sur le levier groupe, c'est une méthode qui nous permet très concrètement de sortir pédagogiquement de la posture descendante, puisqu'on s'appuie vraiment sur le groupe pour tous les aspects, que ce soit avancer en équipe, que ce soit comment on gère notre vie collective et le bien-être du groupe. Et en effet, il y a des personnes, sur chaque promo, hein, tu me demandais, qu'en était-il des comportements de défiance? Alors, comme ce que disait Virginie, les personnes qui sont là, le seul prérequis que nous n'en demandons aucun autre, celui de la motivation.
Donc du coup, il y a vraiment, une transparence, au moment des entretiens individuels et cetera, sur le fait que c'est une, aventure collective et cetera. Et donc j'ai l'exemple, par exemple, de personnes qui sont venues nous voir, à 3 reprises, à plusieurs reprises au fil des mois, qui voulaient mais n'osaient pas parce qu'il y avait des freins trop lourds et une appréhension très forte à s'inscrire dans une vie collective, et qui ont réussi à passer le cap parfois au bout de plusieurs essais. Ou alors, des personnes qui, sur place, se retrouvent en difficulté. On a Pour mettre en œuvre ces pédagogies-là, il faut énormément de souplesse, il faut énormément de capacité d'adaptation, d'agilité, et donc de trouver des solutions adaptées, en fait, et d'accepter de faire bouger, de faire bouger le cadre. Mais quand on fait bouger le cadre, on le fait avec le groupe. On le fait pas, en décision unilatérale, quoi. Et sur le plan, pédagogique, en lien avec cette dynamique de groupe, c'est de faire, d'éprouver, d'explorer avant même de théoriser ce qu'on fait. Donc en fait, Mmh. quand on parle de sensibilisation ou de formation au métier de la transition écologique, il y a 80 finalement de ce que nous faisons qui passe par juste l'expérience. Je donne un exemple sur la typologie des repas, des déjeuners que nous délivrons et cetera. On prétexte le fait de pouvoir participer à la préparation des repas pour que les jeunes puissent, travailler en cuisine alors je passe tout ce que ça représente comme valorisation de cuisiner pour les autres et cetera, on est d'accord, mais par exemple, de cuisiner avec une traiteur, végétarienne, qui leur montre comment elle travaille, en circuit court, comment elle travaille avec la proximité avec les producteurs, comment elle travaille, l'équilibre alimentaire et cetera. À ce moment-là, ils sont pas en train de conscientiser qu'on est en train de les sensibiliser à la transition écologique. Mais en fait, si en sortant de là, il y a des pas qui sont passés sur, la relation à l'alimentation, la relation au végétal, la relation, voilà. Et je peux donner ces exemples-là dans le cadre des déchets, dans le cadre Mmh. du vêtement, dans le cadre, voilà. Mais je vous donne l'exemple de l'alimentation, pour vous donner à voir que le propre de la pédagogie, finalement, c'est de pas, c'est juste de faire vivre des sensations, en fait, avant tout, Mmh. pour que ce soit ressenti et que ça s'inscrive dans une envie et dans un sens, du coup. Mmh. Et pas, et parce que, comme disait Céline, les personnes que nous accueillons en majorité, n'accrocheraient pas avec de la théorie sur, qu'est-ce que c'est le changement climatique, et qu'est-ce que c'est que la transition écologique. Donc on est, très concrètement, sur des dispositifs, les formations dont je suis en train de parler, ce sont, une journée que vit, nos bénéficiaires, c'est, des chantiers formation sur place, à l'extérieur, pour des commandes publiques, pour des commandes privées. Mais on est dans le faire ensemble, on fait équipe, on accomplit des chantiers. Parfois, on ponctue bien évidemment d'interventions, de visites d'entreprises, et cetera. Mais le cœur, du support pédagogique, c'est, le chantier. Et, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'apporte la situation concrète quand on parle de pédagogie, active en situation concrète? Ça veut dire, répondre à une vraie commande, ça veut dire me sentir utile, et quand je Mmh. me sens utile, je suis motivée. Mmh. Et ça, c'est vraiment, très important dans notre «recette» entre guillemets, puisque du coup, quand ils accomplissent des chantiers, nos stagiaires, nos bénéficiaires rencontrent, les commanditaires, rencontrent l'association chez qui nous sommes en train de fabriquer, un comptoir, rencontrent, la personne privée qui a commandé, une structure en ossature bois, rencontrent, voilà, la personne qui a eu besoin qu'on s'occupe, de son potager, et cetera, et cetera. Et du coup, le fait humainement de créer une relation avec la personne qui va bénéficier de mon travail, ça suscite de l'utilité, de la motivation et l'envie d'aller plus loin, et c'est ce qui permet de dépasser, bah, tous les à côté qui peuvent être des moments difficiles ou des moments de défiance, comme tu le disais. Voilà, je m'arrête Merci, là. merci Nora. Virginie, est-ce que tu peux nous donner, pour compléter ce que vient de dire, Nora, des exemples de situations, autour des enjeux, de la transition écologique et sociale, que vous mettez en place auprès des publics pour leur permettre effectivement, de se découvrir? Et puis comment est-ce qu'à partir de cette situation-là, vous, amenez la personne à
entrer dans un processus un petit peu réflexif de ce qui vient de se passer, de ce qui vient de se produire. Quels apprentissages est-ce que de ces situations-là, les personnes retirent et comment vous accompagnez en fait cette réflexivité? Et ce sera la même question pour Céline ensuite. Et le temps passe vite. Ouais. Je voulais juste revenir sur un élément important qui, pour moi, quand Nora parlait de repères, moi, je voudrais juste parler de temps aussi, parce que souvent, le temps des jeunes que nous rencontrons, le temps de nos programmes, le temps institutionnel n'est pas le même. Et donc, il faut être à l'aise avec ça et se dire, bah, voilà, effectivement, trouver ses repères et permettre ensuite de retrouver du sens. Ça prend du temps et des fois le temps, enfin, le résultat, on ne le voit pas toujours. Il faut être OK. Juste pour nous, ce qui est hyper important, c'est effectivement, et je suis d'accord avec Nora, nous, sur les temps collectifs un peu plus orientés sur la transition écologique et sur les missions de service civique, c'est permettre à chaque jeune de pouvoir s'exprimer, de tester des choses, de rencontrer des professionnels, notamment des personnes inspirantes. La première base, je dirais, ce serait plutôt la reconnexion au vivant. Parce que souvent, on a le constat qu'on vit à côté, on vit à côté du vivant, on vit à côté de la nature. Donc, c'est déjà reconnecter nos sens, pas forcément visuels, justement nos autres sens. Ça peut être des randonnées, ça peut être des immersions, des jeux de toucher, sensoriels autour de la nature. Et ça, déjà, c'est très important parce que ça permet qu'il y ait une reconnexion justement bienveillante et surtout avec plaisir de se reconnecter au monde du vivant. Et ensuite, effectivement, c'est tout simplement créer des choses, se dire, bah oui, je suis capable c'est appréhender des mondes auxquels ils n'auraient pas pensé. Ça peut être autour du maraîchage, ça peut être autour de la couture, de détourner un objet à travers des ateliers autour du bois, autour de la composition florale, de cosmétiques, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et je rejoins Céline et Nora par rapport au fait que effectivement, il y a un atelier, mais derrière, on travaille la cohésion d'équipe, on travaille des compétences, on travaille aussi la vision, les valeurs qui sont importantes derrière. On aborde tous les métiers inhérents à cette activité-là. Je pense à une recyclerie, une ressourcerie. Ben, finalement, il y a une activité, mais derrière, il y a plein de métiers différents. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui ressort, en fait, c'est déjà le fait d'avoir mené une activité gratifiante où ils ont trouvé leur place, où ils ont su échanger, se faire confiance et être solidaires dans l'activité, parce que des fois, bah, il y a des choses sur lesquelles d'autres sont à l'aise, d'autres prennent le lead, etc. Et se dire, bah, ok, je vais pas forcément, j'ai découvert quelque chose, je vais pas forcément me dire, bon, bah, je me projette dans ma vie professionnelle sur ce secteur-là, mais ça m'amène une autre pratique peut-être à titre personnel. L'objectif, c'est de créer des déclics, mais à la fois dans une vie professionnelle et personnelle ou lors d'un engagement plutôt citoyen. Nous, juste pour revenir sur un élément très, très important pour nous, c'est travailler et évoquer le projet de vie. Et le projet de vie, c'est à la fois le côté professionnel, mais c'est tout ce qui gravite autour. Et notamment dans une vie, on peut parler de la santé, on peut parler des relations aux autres, on peut parler du lieu d'habitation qui est hyper important. Et donc, c'est définir un peu une chaise avec des pieds et donc du coup un équilibre qui leur permet justement d'avancer et de se projeter. Et donc ça c'est au cœur de nos pratiques, mais la transition écologique arrive arrive de manière transversale dans cet équilibre sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça je rejoins Nora là-dessus. Voilà, c'est un levier, mais ce qui est très important, c'est que les jeunes ont besoin d'être dans l'action et se sentir à même d'apporter des choses et d'être acteur, quoi. Parce que si effectivement c'est des consignes et des activités plutôt descendantes, non, effectivement ça ne marche pas. Merci Virginie. Je vais passer la parole à Céline. Alors Céline, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va s'accorder quand même quelques minutes pour que tu puisses
Oui, je vais témoigner essayer de de faire tout ça. rapide. Et je voudrais qu'on conclue sur quelque chose, et je vais te laisser conclure, toi, donner ton mot de la fin par rapport à ça. J'aimerais que tu nous partages très rapidement également, après avoir répondu à la question précédente, une bonne surprise que peut-être tu as eue dans le cadre justement, suite à ce travail-là, d'accompagnement au sens, une bonne surprise, et je laisserai Nora et Virginie nous donner la leur pour conclure. Merci. Ok, alors déjà, je rejoins les collègues à 3000% sur le fait qu'on a tous un accompagnement de manière holistique et que le projet professionnel entre finalement est l'une des parties qui composent une vie globale. On ne focus pas sa vie que par rapport à son travail et du coup, c'est tout important de travailler aussi les autres pans de la vie. Nous, on a 4 grandes typologies d'activités entre guillemets qui entrent dans l'accompagnement. La première en lien avec l'identification des freins périphériques et nous, les APS en ça sont très importantes, donc APS, activité physique et sportive. Parce que la mise en place d'activités où nous, encadrants, on va participer, casse le lien qu'il y a entre le bénéficiaire et l'adulte, le bénéficiaire et l'institution. Quand on participe avec eux sur une activité sportive, une activité physique, on est tous sur le même plan d'égalité, on est tous des coéquipiers. Donc, en termes de lien de confiance, ça amène quelque chose en plus qui fait qu'on est sur le même plan d'égalité et ça va délier davantage la parole parce qu'on aura vécu quelque chose ensemble où justement cette hiérarchisation entre l'adulte et le bénéficiaire, l'institution et le bénéficiaire n'existe plus. Donc pour la suite, délier les langues, améliorer le lien de confiance et ensuite pouvoir parler plus facilement, on va dire, des difficultés que eux rencontrent dans la vie de tous les jours et donc des freins, pour l'identification, ça amène quelque chose qui est plus facile. Ensuite, les APS, ça a été dit par les filles aussi, mais la déconnexion au temps, aux écrans, aux réseaux sociaux, etc. et la reconnexion à soi-même passe aussi par l'essence. Et donc pour ça, nous, on utilise les activités de pleine nature, les activités de plein air. Être en extérieur, ne pas regarder sa montre, ne pas être sur son téléphone, ne pas être dans ce que les autres sont, mais dans ce que je ressens moi. Ça passe aussi par me mettre des fois un petit peu en difficulté pour savoir ben là, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Ça veut dire aussi, bon, ben là, je suis dans des odeurs, je suis dans, ouais, ben là, j'ai sué, je transpire, je me suis donné un petit peu à fond, qu'est-ce que je ressens. Là, j'ai été en difficulté à un moment donné. Là, au contraire, ça a été hyper facile pour moi. Mais qu'est-ce que moi je ressens? Comment je peux faire une introspection sur mon travail professionnel si déjà moi, je ne sais pas dans telle situation pro ou dans telle formation, comment je pourrais ressentir les choses? Donc en fait, passer par faire des choix, dans le monde professionnel, dans les formations, ça veut aussi dire se reconnecter à soi-même en amont pour savoir ce que je ressens, ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie d'éprouver. Et donc ça, la pratique sportive est aussi une aide. Ensuite, on parle de compétences psychosociales, on l'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais la reconnexion et les introspections passent aussi par savoir quelles sont mes compétences, mais pas on parle beaucoup dans les projets et dans les accompagnements de développer des compétences. On oublie qu'on a tous déjà des compétences. On est tous déjà, nés, on a tous vécu des expériences, que ce soit pro ou perso, quand je dis souvent aux jeunes: «Beh, regarde, quand tu rentres chez toi, tu as peut-être des frères et sœurs, peut-être que tu aides tes parents à garder tes frangins ou alors, tu aides à faire le ménage ou à faire à manger chez toi». Mais ça, c'est des compétences, en fait. On a des compétences qu'il faut conscientiser. Ça a été évoqué par les filles aussi, l'esprit d'équipe, le fait de des fois, naturellement, prendre le leadership sur une situation. Tout ça, les activités sportives aident à le conscientiser. On ne parle pas de développement de compétences, on parle de conscientisation des compétences. Parce qu'on n'est pas tous, parce qu'on n'a pas réussi dans une formation ou à l'école ou dans une formation qu'on a voulu démarrer, c'est pas pour ça qu'on est nul et c'est pas pour ça que on est à plat sur tous les autres plans. Donc, redonner de la confiance en soi au travers, regarde, là, on va faire en sorte de verbaliser après chaque séance d'activité ce que tu as réussi à mettre en place, ce que tu pourrais faire mieux, ce que tu pourrais améliorer, mais aussi
par le point de vue des autres, comment ils t'ont perçu dans l'activité, c'est hyper valorisant. De dire comment moi je me perçois et comment les autres me perçoivent. Des fois, il y a des choses où on n'est pas à l'aise d'en parler, où on est un peu trop humble et on n'ose pas se dire bon ben là je crois que j'ai réussi quelque chose de bien, mais les autres l'ont vu. C'est très valorisant aussi. Nous, on fonctionne beaucoup, par exemple, par ce qu'on appelle le défi actif. S'auto-positionner sur des défis perso que l'on voudrait mettre en place. Donc, on dit défi actif pour ne pas dire sportif, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tout le monde n'est pas sportif. Mais ça veut dire, pourquoi pas, on a tous un podomètre dans son téléphone. Bon, bah, aujourd'hui, je me suis arrêtée à l'arrêt de tram d'avant et j'ai marché 1000 pas de plus dans ma journée. Bon, bah, ça veut dire aussi ça, dans l'activité sportive, on travaille la santé globale. On l'a vu sur le pan psychologique, ça a son intérêt, sur le plan physique aussi. Se reconnecter à soi-même, ça veut dire aussi être bien dans son corps pour pouvoir se mettre en activité, se mettre en action. Et donc ensuite, je n'ai parlé tout à l'heure sur la découverte des métiers et des formations. Donc nous, l'utilité des activités sportives et physiques passe par tous ces pans-là. Et donc une bonne surprise que j'ai en tête, c'est un jeune qu'on a accompagné. Donc c'est un jeune qu'on avait accompagné sur une autre activité, à Marseille, parce que du coup c'est un programme national qui se met en place dans d'autres régions aussi, qui avait bénéficié de l'accompagnement, qui était parti en communication à la Ligue méditerranéenne de football, donc qui avait repris une formation, qui faisait beaucoup de prospection dans ce cadre-là, et donc finalement ça lui plaisait pas parce que c'est pas la meilleure partie de la communication, mais quand on démarre, c'est un petit peu le plan obligatoire. Et finalement, il s'est dit, je vais partir dans l'armée, et justement du fait d'avoir créé ce lien de confiance par l'accompagnement, ça veut dire que par rapport à la situation de demander de l'aide, il avait créé un lien de confiance assez puissant avec son encadrant de l'époque pour pouvoir revenir vers lui sans avoir en tête qu'il avait échoué dans la formation de communication, mais pour venir lui demander de l'aide sur ben, finalement, je voudrais partir dans l'armée, est-ce que tu pourrais m'aider pour m'aider à justement programmer des séances d'exercice et d'entraînement pour pouvoir réussir mes tests d'entrée à l'armée. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que ça veut dire que le lien qu'on a réussi à mettre en place sur justement l'adulte et l'institution, ou l'adulte et le bénéficiaire, par la personne de l'encadrant sportif à ce moment-là, a été assez puissant pour qu'il puisse oser venir demander, là, j'ai pas réussi quelque chose, mais parce que ça me plaisait pas, mais j'ai trouvé quoi faire, et du coup, j'ose venir te demander de l'aide. Et ça, j'ai trouvé ça très, très chouette et très inspirant aussi pour les autres bénéficiaires. Voilà, sur quoi je Merci termine. beaucoup, Céline. Merci. Nora, Virginie, rapidement également, je vous demande votre bonne surprise. Vas-y, Virginie. Ouais. Ouais, je vais faire très rapide. Du coup, moi, je pense à plein de jeunes, mais je pense à un jeune en particulier qui avait subi son parcours et du coup, pour qui c'était compliqué et très renfermé, impossible d'exprimer ses émotions. Les seules émotions qui ressortaient, c'était de la colère envers tout, l'institution, la famille, etc. Et qui, au fur et à mesure, justement, des temps collectifs, de son service civique qui a été un peu bousculant aussi, s'est rendu compte de ses potentiels, de sa place dans la société. Il y a eu un énorme déclic, notamment sur la transition écologique, et du coup une opportunité, enfin en tout cas un travail de sa part sur les étapes pour rentrer dans les compagnons. Et donc, il est rentré dans les compagnons, enfin, il a commencé et c'est hyper positif parce que c'est quelque chose qui est ressorti de sa pratique en service civique et il s'est fait confiance et ça lui permet de prendre son envol, quoi. Merci, Virginie. Nora? Oui, c'est horrible de nous de nous poser cette question. Mais bon, je vais parler d'une jeune femme qui, en arrivant en formation chez nous, était incapable de s'installer, enfin de partager le même espace que nous pour les repas, et cetera. Une grande, beaucoup de phobies et qui a réussi à se dépasser. Elle avait la volonté, qui a réussi à faire confiance et
à rejoindre par micro bout les temps, à tester, à revenir en arrière, à ravancer. Mais en tout cas, elle sentait qu'ici, elle pouvait essayer, quoi, et elle pouvait échouer, rebondir, et on l'accompagnait là-dedans. Et alors que ça faisait vraiment des mois qu'elle tournait en rond, une petite année qu'elle tournait en rond chez elle, à essayer de conscientiser quel allait être son parcours. Et en sortie de ça, elle a exploré finalement plein de choses. Elle a souhaité rester bénévole, elle a intégré la gouvernance aussi. Et donc, elle est toujours en train de se tester, c'est toujours fragile, mais elle est juste en position elle est en mouvement, en fait. C'est ce que je retiens. Elle est en mouvement alors qu'elle était à l'arrêt complet. Et voilà, elle a testé, elle a eu plusieurs CDD en tant qu'ambassadrice du tri pour des syndicats de collecte, etc. Donc, elle teste des emplois, et donc elle est en mouvement. Voilà. Merci à toutes les 3 pour ces jolis témoignages et pour ces mots de clôture aussi sur des notes très positives et très enthousiasmantes. Merci à vous qui nous avez écoutés et qui êtes restés un peu plus longtemps que prévu, mais vous le savez, on pourrait rester encore 1h30 à parler sur ces sujets-là, mais on a tous une activité autre à gérer ensuite. Donc, on va couper maintenant. Merci encore une fois. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro des carnets de projets. Je mets dans la conversation les liens si vous souhaitez retrouver les porteurs aux 2R sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine que j'anime, et puis le lien vers la chaîne YouTube Parcours Pro pour retrouver la vidéo de ce webinaire. Je vous remercie, et puis je vous dis à très vite. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir.